They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. Durant. You can't keep jumping that high, man. Says who? Bryant for the win. Mesdames et messieurs, voici pour vous le dunk de l'année. Michael. It's not Scoopy, it's Michael. That's a very gentle swing. Enfin bon, c'est peut-être plutôt celui-ci. Oh, my goodness. Y a pas à dire, ça régale. Lui, il régale un peu moins en ce moment. Notre Frenchie Rudy Gobert est-il toujours aussi hype à Minnesota? On en parle dans le French Corner. Pat Beverley a encore fait parler de lui, mais encore pour les mauvaises raisons. Le joueur des Lakers a pété un câble. Résultat, 3 matchs de suspension. D'accord ou pas d'accord avec cette sanction? Eux ne sont pas suspendus mais toujours sur la touche. Paul George et Kawhi Leonard out du côté des Clippers. Peut-on vraiment encore faire confiance à leur physique? C'est notre débat. Depuis le début de la saison, certaines franchises font sensation. On vous donne nos équipes surprises dans le focus. Hype, épisode 8, saison 2. Let's go. Hype NBA sur Sport France, épisode 8 déjà. On est en petit comité cette semaine, mais on a quand même un gros programme pour parler basket US. On va accueillir un homme bien vêtu encore, belle veste. Angelo, comment il va? Ohio State, baby. Oregon State. Oregon State, effectivement. Ouais. Noir et orange, les belles couleurs, effectivement. Les Beavers, les castors. Exactement. On parlera peut-être un peu de ton passé, d'ailleurs, aux États-Unis. Tu as fait quelques mois là-bas. Quelques mois, ouais. Multiplié par 6. on en parlera ensemble. Et on accueille, bien sûr, Mélissa qui revient avec nous dans Hype. Comment tu vas, Mélissa? Je vais très bien, merci. Elle rayonne, Mélissa. Elle rayonne toujours. Hein, quand on parle de basket, c'est son jardin. On va parler, bien sûr, du programme qu'on vous a énoncé, que Lucien vous a énoncé. Et on va même se lancer tout de suite dans le French Corner. Allez, c'est parti, French Corner. La semaine dernière, on parlait d'Evan Fournier, génération 92. Un autre joueur de la génération 92 évolue en NBA depuis 13 saisons maintenant. Je dis même une bêtise, je crois que c'est 10 saisons pour Rudy Gobert. On va parler de notre Français national qui a changé de crèmerie cette année. Il était connu du côté d'Utah, il est passé du côté des Wolves. On avait fait une preview ensemble. Hype ou pas à son arrivée, on était plutôt positif avec l'idée qu'il pouvait former un duo avec Karl Anthony Towns très très impactant. Un mois et demi de NBA se sont passés. On a un peu l'impression que ça ne s'est pas encore très, très bien installé pour Rudy Gobert. On va se poser cette question de savoir comment il est utilisé. Est-ce qu'il progresse? Est-ce qu'il fonctionne dans la hiérarchie un petit peu des pivots de NBA comme il pouvait le faire à Utah? Et puis, on va se demander quel peut être l'impact de Rudy Gobert sur la suite de la saison par rapport à ses coéquipiers notamment. On regarde d'ailleurs les stats de Rudy Gobert en demi-teinte cette année. 14 points quand même à 64% de réussite, donc c'est toujours très adroit. Pas beaucoup de passes, mais beaucoup de rebonds pour Rudy Gobert. Je le disais tout à l'heure, 10e saison NBA, 30 ans déjà pour Rudy Gobert, poste 5. Les stats en carrière, c'est 12,5, 11,7 rebonds et quasiment une passe pour Rudy Gobert. Première question déjà sur les impressions au-delà des chiffres. Angelo, ce que tu vois de Rudy Gobert cette saison, est-ce que ça te convient ou est-ce que tu es un peu déçu? On est toujours dans cette attente de réussite et on souhaite surtout la réussite pour tous nos Français qui sont en NBA. Donc le bilan un peu mitigé des Wolves, les commentaires à droite à gauche, on sait que Rudy est toujours un peu en délicatesse avec la presse et puis même avec désormais les fans des Wolves. Oui. Et ses coéquipiers, donc il y a pas mal d'éléments qui sont insatisfaisants, mais après j'ai envie de relativiser. Si on parle d'un mec qui a 15 points, plus de 8 rebonds en demi-teinte, c'est quand même qu'il a atteint un certain niveau de performance où on oublie un petit peu quand même la qualité du joueur. Donc oui, on a des attentes élevées, oui, il peut faire mieux, oui, ça pourrait être plus réussi du côté des Wolves, mais ça reste tout de même très, très honnête. Donc, intégration réussie ou pas? Intégration plutôt correcte parce que ça prend du temps, c'est un format tellement différent dans le basket saison, actuel. On l'a dit, du côté des Wolves, donc ça veut dire 9 saisons à Utah, donc il faut prendre ses repères. Quoi. Oui, parce que pour moi, ce n'est pas le seul responsable de ce départ un petit peu mitigé des Wolves. Quand on regarde Karl Anthony Towns, qui est, on va dire, l'ombre de lui-même, on sait très bien que lui, son gros problème, c'est le mental, c'est son agressivité, sa rigueur dans le jeu.
Derrière, il y a aussi un fond de jeu à installer. Les Wolves, défensivement, sont absolument catastrophiques. Et une fois de plus, on ne peut pas mettre ça sur le dos du triple meilleur défenseur de la saison. Même si on attend de lui qu'il soit un peu ce capitaine de la défense, qui donne un petit peu voilà, quand même le ton. Mais ça, avant de te lancer sur Rudy Gobert, on a les stats de la saison dernière comparé au stade de cette année. Voilà, la NBA, c'est aussi une histoire de chiffres, on peut peut-être les afficher. Donc Rudy Gobert, pour Utah, l'an dernier, c'était 15,6, merci Angelo, c'était à peu près ça, et 50% de réussite au tir, donc moins adroit finalement. Et une passe une et quasiment 15 rebonds par match. Et les stats de cette année, je les ai dit, je les ai évoqués tout à l'heure, mais on peut peut-être... Voilà, 14 et 8. Ouais. Alors, est-ce que, au-delà des chiffres, on voit que c'est moins, mais est-ce qu'au niveau de l'impact, tu as l'impression aussi que c'est moins? Alors, on compare une saison entière avec un mois de saison. Ouais, un mois et demi, il a 14. Donc, il a quoi? Il a un point de différence par rapport à ce qu'il a fait par rapport à toute une saison régulière. Ouais. Moi, je pense qu'on le juge beaucoup trop fort aujourd'hui. Ouais. Il faut le laisser le temps de s'installer. Il faut le laisser le temps. C'est la première fois qu'il change d'équipe. Moi, je pense qu'il faut lui laisser le temps. Comme à tout le monde, il y a un temps d'adaptation qu'il faut avoir. All-Star et gros contrat, est-ce que ça te contraint pas à montrer plus et tout de suite? Bien évidemment que oui. Parce que si on en parle aujourd'hui et si on est si focus sur ça et si les supporters sont si divisé, c'est parce que justement, on ne parle pas d'un petit joueur qui est arrivé là et à qui on demande beaucoup. On demande un superstar. Tu vois, on demande un Hall of Fame qui sera par rapport à la défense parce qu'il aura marqué l'histoire de la NBA par rapport à la défense. Il est MVP quasiment chaque année pour ce joueur défensif. Donc, on parle de quelqu'un qu'on respecte. Donc, oui, on attend beaucoup de lui. Oui, il va répondre. Et comme je dis, on a comparé toute une saison à ce qu'il a fait juste en début de saison. Il est à 1 point de différence. Il a 2 points de différence par rapport au rebond. Individuellement, c'est peut-être même pas... à Utah, c'était le top 2. C'est-à-dire c'était Donovan Mitchell et lui, 2 All-Stars identifiés. La hiérarchie, elle était claire. Aujourd'hui, la hiérarchie, c'est quoi alors? Aujourd'hui, on sait que les Wolves construisent autour d'Anthony Edwards, que c'est lui le supposé franchise player, ou en tout cas, ils sont dans l'attente à ce qu'il prenne les rênes. Karl Anthony Towns, le meilleur shooter pivot de l'histoire, selon ses propres dires. Et puis joueur All-Star aussi. Et puis joueur All-Star aussi. Donc, à un moment donné, quand on regarde, même si Utah était une équipe plus performante collectivement, proposait un basket plus serein, avait une assise défensive plus établie, les Wolves... on les attend à la même échelle que ce qu'étaient les Jazz de l'époque Rudy Gobert, Ingles, Mitchell. Ouais. Et malheureusement, Conley, ne pas oublier Conley. Et malheureusement, là, à l'heure actuelle, la sauce ne prend pas comme il faut. Et il y a pas mal de gens qu'on pourrait pointer du doigt. Et au niveau du talent pur, on peut presque dire que ces Wolves-là sont supposés être mieux armés que les Jazz d'avant. Il n'y avait que 2 joueurs et là, il y en a quand même plusieurs. Moi, je pense qu'il faut vraiment être patient. Et comme je dis, c'est un nouveau système, c'est un nouveau coach, c'est un nouvel environnement. Il va devoir s'adapter. Mais après, attention, on ne va pas attendre de Rudy Gobert qu'il nous mette 30 points. Le basket aujourd'hui est en train d'évoluer. On attend bien évidemment que les intérieurs puissent dominer à la NBA qui met 30 points par match. Mais ce ne sera pas le cas de Rudy. Rudy, c'est un joueur qui a été dans ses standards. Il a 14 points. Il en mettait 15 pendant toute une année. Donc, peut-être qu'il va être capacité. Voilà, il n'en mettra jamais 30. Bon. Et s'il le fait, tant mieux. Mais sur un match, il peut, mais pas sur une saison. On va l'attendre sur une saison. On n'a pas nos Skype aujourd'hui, on ne les a pas présentés, mais on les a laissés un petit peu se reposer, hein, Melvin et Antoine. Par contre, Melvin a souhaité réagir par rapport au cas Rudy Gobert. Quand tu vas chercher un joueur comme Rudy Gobert, tu chamboules ton identité de jeu. Et donc, il faut construire quelque chose de nouveau, il faut construire de nouvelles habitudes de jeu, et ça prend du temps, et c'est complètement normal. Après, si on regarde statistiquement à ce que fait Rudy depuis son arrivée à Minnesota, c'est quand même plutôt pas mal, notamment sur le plan défensif, où les Wolves sont la 6e meilleure évaluation défensive de la Ligue, ce qui est mieux que la saison dernière. On a un Rudy, comme à son habitude, qui efface les erreurs de ses coéquipiers, notamment de Karl Anthony Towns, Anthony Edwards et d'Angelo Russell. Et rien que de l'avoir, ça permet d'avoir une équipe qui est dans le top 10 défensif. Et malgré tout ça, il y a quand même une grosse marge de progression encore pour Minnesota. En attaque, c'est un peu plus compliqué. Les Wolves sont actuellement la 18e meilleure attaque de la Ligue. Et je pense que c'est là qu'on voit vraiment ce problème d'identité de jeu. C'est-à-dire que des joueurs comme Karl Anthony Towns, comme Anthony Edwards n'ont pas l'habitude de jouer avec 2 grands. Et donc, du coup, il y a beaucoup moins d'espace. Et ça rend ce jeu un peu moins fluide. Et on sent qu'ils sont toujours en train de réfléchir à ce qu'il faut faire. Pour D'Angelo Russell, c'est la même. Il est en train d'apprendre à jouer avec Rudy Gobert sur le pick and roll. Et donc, je pense que c'est normal qu'il y ait encore des petits... que ce soit un peu poussif. Et on sait que Rudy n'est pas le meilleur attaquant de la Ligue, donc il faut lui donner des ballons dans des cas très précis. Et je pense que s'ils font ça, ils pourront que progresser et aller au-delà de ce 50% de victoire où ils sont actuellement. Et la grosse question pour moi qui reste sans réponse, c'est surtout quel est le leader de cette équipe. Rudy ne peut pas l'être parce qu'il vient d'arriver. Karl Anthony Towns n'est pas top dans ce domaine-là. Et Anthony Edwards est sûrement un peu trop jeune. Donc tant qu'ils n'arrivent pas à trouver, je pense, qui est le vrai leader de cette équipe, ils n'arriveront pas à passer le cap.
Merci Mélo, toujours très complet hein, Melvin. Ouais. Parlons de D'Angelo Russell, donc le meneur titulaire de cette équipe des Wolves, qui s'est exprimé justement sur le cas un petit peu Rudy Gobert. Pour lui, s'il réussit à attraper les ballons, c'est un joueur très très efficace. Voilà, donc dans sa décla, pour moi il y a deux choses. Est-ce qu'il est en mesure d'attraper tous les ballons qu'on lui donne ? Par contre, s'il les a, effectivement, il va rester très très efficace. La réponse de Rudy Gobert à cette déclaration, ou en tout cas à ce contexte-là, dans un match, les passes ne sont pas toujours parfaites. Je dois pouvoir, donc lui, hein, D'Angelo Russell, donner encore plus de confiance et m'assurer que je les attrape toutes. Voilà. Donc, entre les deux, on sent qu'il n'y a pas toujours encore une alchimie par rapport au positionnement. J'aime la réponse de Rudy. Voilà, la réponse est très diplomatique. C'est un vrai tacle qu'il vient de prendre. Mais, il reste cool. Mais quelque part, c'est une manière pour lui de dire, OK, je peux mieux faire, donc je prends pour moi ce que j'ai à prendre pour moi. Beaucoup d'humilité là. Gros coup, tu vois, de hey, je suis ton coéquipier, j'ai compris le message, pas de souci. Ouais. Il fait un énorme pas en avant vers son coéquipier en disant laisse-moi travailler, je vais te donner encore plus confiance en moi, pour lui dire aussi continue de me faire confiance et qu'on essaye tous les deux de trouver la solution. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir l'approche qu'a Rudy par rapport à ça. Parce que ce n'est pas un homme qui a peur de faire des déclats ou de dire ce qu'il pense. Il a dit contre chaque, donc ça veut dire qu'il est vraiment dans un bon état d'esprit qui peut permettre à Minnesota de passer un palier dans justement cet apprentissage. Et Melo, il a mis le doigt sur un truc super important. Le leadership dans le vestiaire et le cadrage d'une équipe. C'est-à-dire qu'un Mike Conley dans une équipe, ça te tient un collectif. Ce qui manque du coup à cette franchise, à cette équipe qui est en train de se construire. Bah, on connaît bien D'Angelo Russell, qui était celui quand même qui était à l'époque le mouchard avec Nick Young dans le vestiaire des Lakers. Ça laisse une trace. Et si tu veux, ça reste pas non plus un joueur extrêmement légitime par rapport au fait. Par rapport au fait qu'il soit très irrégulier. Okay. Conley, c'est une régularité absolue. C'est le mec d'une stabilité reconnue dans la ligue. D'Angelo Russell, c'est autre chose. Ouais. Patience avec Rudy Gobert, on l'a compris. On va suivre bien sûr sa saison et puis on essaiera justement de vous en dire un peu plus sur l'évolution justement de son intégration pour les Wolves de Minnesota. On va rester du côté ouest des États-Unis. On va parler des Lakers dans le d'accord pas d'accord. Ça discute bien sûr en off. Angelo, Melissa, on va parler des Lakers qui vont un petit peu mieux. C'était pas terrible en ce début de saison. LeBron blessé, AD blessé. Ça gagne un peu plus de matchs, mais ça essaye surtout de se faire respecter sur le terrain, mais de manière un petit peu illicite. Cette semaine, Patrick Beverley s'est distingué sur le terrain en poussant l'intérieur des Suns de Phoenix, DeAndre Ayton dans le dos, hein, on peut le dire, parce que ça va avoir, je pense, une incidence sur notre discussion ensemble tout à l'heure. Patrick Beverley, on peut en parler, hein, c'est un arrière meneur expérimenté maintenant de 34 ans, qui est passé un petit peu par toutes les franchises en NBA, les Clippers, Minnesota. C'est par Olympiakos en Europe aussi. Exactement, il y a eu du Houston. Et là, donc, il est avec LeBron. Poste 1-2, je l'ai dit, 1m85-81 kg. Il est drafté 42e par les Lakers, d'ailleurs, en 2009. Et voilà, les stats, vous les voyez, 8 points, à peu près 4 rebonds. Mais c'est surtout un meneur défenseur qui s'exprime aussi beaucoup en parlant sur le terrain. Donc, on va discuter, bien sûr, de tout ça ensemble. Suite à cette poussette, expulsion de 3 matchs, suspension aussi de salaire pour Pat Beverley, et ça a fait un peu parler les insiders américains et même les joueurs, et un certain Draymond Green, hein, qui est un peu adepte de ce genre de situation ou d'expulsion, s'est exprimé sur le nombre de matchs où notre ami Pat Beverley a été expulsé. 3 matchs, ça semble être un petit peu excessif. Êtes-vous d'accord avec la déclaration de Draymond Green et donc le nombre de matchs de suspension pris par Pat Beverley? On pose la question d'accord, pas d'accord, et ensuite on développe. Melissa, d'accord, pas d'accord? Pas d'accord sur la suspension. Pas d'accord, donc d'accord avec la suspension. Ok, donc on se met un peu en mode duel, hein, vous en avez l'habitude. on va écouter d'abord, voilà, on sort un petit peu les armes. On va écouter Melissa, honneur aux femmes, sur ta position, 1 minute pour me convaincre, et ensuite on écoutera Angelo.
Donc pas d'accord simplement parce que je pense que ce old school basket manque un petit peu. Aujourd'hui pour moi le jeu est devenu un peu trop soft. On peut rien faire, on peut pas toucher les joueurs, on peut pas les pousser, on peut pas s'exprimer sur un contre, on peut pas s'exprimer, on peut plus regarder un joueur en face. Et pour moi ce côté-là manque un petit peu. Donc je suis pas d'accord pour prendre 3 matchs parce que je pense que le simple fait d'être suspendu et d'avoir une technique, enfin d'être sorti du match, c'était amplement suffisant. Donc je suis pas d'accord sur ce fait qu'on puisse simplement se priver d'un joueur parce qu'il y a une poussette. Ok, la poussette je veux bien que je laisserai Angelo s'exprimer sur ça et on en parlera. Ouais. Mais pour moi, voilà, le jeu devient un peu trop soft et que protéger son coéquipier qui est par terre parce qu'il y a un joueur qui s'approche, moi je reste pas d'accord sur ça. Donc on laisse pas un coéquipier être approché par un adversaire aussi facilement. Donc pour moi, voilà, garder quand même cette identité du basket qui est bad boy sport, tu vois. On est entre nous et une équipe c'est une équipe. T'approcheras pas mon coéquipier sans que tu puisses me sentir. Donc pas d'accord. Pas d'accord, Mélissa, on a bien compris sur le buzzer en plus, bravo. Shoot au buzzer, buzzer beater comme on dit, Mélissa qui gère bien sûr le tempo. C'est ça. Ça, c'est meneuse de jeu, on connaît. Angelo, est-ce que tu es prêt à me convaincre? Ready. Go. Eh bien, tu sais quoi? Je la fais pas à la Eminem, mais je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit. Tous les faits qu'elle a annoncés sont totalement vrais, mais elle est en train de parler de la culture générale du jeu. Là, on est en train de parler d'un fait et geste. Spécifiquement, parlons de la situation. C'est dangereux d'arriver dans le dos, de bumper avec l'épaule dans les côtes flottantes d'un joueur qui ne s'y attend pas. Est-ce que c'est tout à fait condamnable d'essayer de se mettre au-dessus du joueur, de quelque part le moquer, de le provoquer dans la situation où en plus il avait pris un coup au visage? Donc pour moi, on ne condamne pas Ayton tel qu'on aurait dû le faire. Par contre, le geste de Beverley est un geste réprimandable qui doit être puni parce qu'on ne peut pas non plus donner l'autorisation aux joueurs de faire des gestes dangereux qui pourraient potentiellement mettre à mal la saison d'un joueur ou peut-être mettre ce joueur qui subit le coup hors des parquets. Donc la suspension est justifiée, même si je suis d'accord avec l'identité générale soft de la Ligue qui a pris un mauvais pli à ce niveau-là, mais pas d'accord sur le geste, donc suspension validée. Buzzer beater, j'ai deux shooters meneurs là avec moi qui gèrent bien le tempo. Ok, j'entends tes arguments. Moi je voudrais avant de vous répondre, peut-être qu'on se remette un peu dans le contexte de 2 éléments. C'est début de saison, Draymond Green. Et on se souvient un peu du punch malheureux sur le jeune Jordan Poole. On a les vidéos et on va même vous la montrer voilà, maintenant. Donc ça c'est un élément dont on a discuté ici. Les sanctions de la NBA ne sont pas tombées. D'accord ? Ça s'est passé dans le cadre d'un entraînement, mais dans les installations de franchise NBA. Cadre privé. Voilà. C'est pas un match. C'est au sein d'un vestiaire, c'est au sein d'un entraînement. D'accord, donc il y a forcément une différence. Voilà, on voit les images d'une violence extrême et c'est vrai que la NBA quand même a tardé à réagir. Je crois qu'elle ne l'a même pas fait et ça s'est géré en interne. Moi, je voudrais aussi qu'on évoque les années 80-90, comme tu l'évoquais, Angelo. On a quelques images. Dans cette époque-là, on se faisait un petit peu justice soi-même et ça n'allait pas forcément vers des sanctions très, très importantes. Voire pas de sanctions du tout, des fois. Pas de sanctions du tout. Voilà, les images sont assez violentes pour les jeunes. Accrochez-vous. C'était un autre monde. Donc c'était soit faute personnelle, soit à la limite calmez-vous messieurs et tout ira bien. Voilà. Donc allez, ça c'est la mise en contexte. Ma réponse, elle va être un petit peu une réponse de Normand. J'aime beaucoup l'idée de dire qu'on ne peut pas, sur un terrain, se permettre de se faire justice soi-même. À partir du moment où il y a des arbitres et ils sont au nombre de 3 pour officier et faire leur travail, il faut les laisser faire, même si de temps en temps, les 30 000 caméras aussi. Voilà, 30 000 caméras, des fans. On est regardé quand même en mondiovision. Donc on ne peut pas laisser un produit et même un sport, justement, dériver comme ça a pu l'être dans les années 80-90. Et on sait d'ailleurs ce que ça a pu donner quand on pense à la bagarre de Palace d'Aubervilliers. Exactement, 2004. Donc la NBA est traumatisée par ça. Elle ne veut surtout pas accepter ce type d'image. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse montrer les images parce qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, quand il y a plein de joueurs qui disent back in the days, on parle du old school, les jeunes n'ont pas aujourd'hui la réalité de ce que ça voulait dire. Et moi, je suis super contente qu'on puisse montrer les images pour montrer à quel point c'était vraiment, violent et que c'était difficile. D'où on mettra, parenthèse, Michael Jordan, the GOAT, parce qu'il a quand même dominé dans un environnement comme ça, où il a fallu
fallu prendre des coups, on ne parle pas des petits coups, vous venez de le voir et je suis super contente de ça, c'est que malgré ça, malgré 4 mecs qui t'attendaient dans la raquette pour te mettre juste un coup et t'achever, et quand j'ai t'achevé, c'est ta carrière qui pouvait être achevée, et ben il a réussi quand même à dominer, et pas une seule année, mais Plusieurs années. Donc, Une décennie. Revenons sur Pat Beverley, récidiviste, on a une image à vous montrer. Il a été quand même éjecté 8 fois. Est-ce que quand on est un joueur récidiviste comme ça, on ne mérite pas d'être jugé un peu plus sévèrement que les autres? Alors, Ouais, je pense en fait que cette suspension va au-delà du geste en lui-même. C'est-à-dire que pour ce geste-là, pour un joueur first offender, comme ils disent là-bas, première offense, premier crime, il aurait peut-être pris un match. Il se fait éjecter du match, il prend son amende, peut-être un match de suspension selon la gravité du mouvement, et après, voilà, on passe à autre chose. Mais comme on dit, et c'est excellent de l'avoir mentionné, 8 éjections, quoi. 8 éjections, et il faut Sanction aussi... pour acte antisportif. Exactement. Et à un moment donné, l'acte antisportif peut prendre de multiples formes. Mais j'ai ce pragmatisme dans toute chose dans la vie. J'essaie vraiment d'essayer de juger les choses par rapport à un fait unique, tu vois, qui est indépendant du reste. Donc tu n'intègres pas l'antériorité. Je la conçois. C'est-à-dire que je pense que quelque part, ça légitimise encore plus la suspension. Parce qu'il faut un moment que le mec se calme. On doit essayer de trouver un moyen de polisser un comportement pour lui expliquer, écoute mon garçon, on va progressivement te donner des suspensions plus grandes. C'est pour ça qu'il y a, par exemple, si on regarde les amendes, Mark Cuban par exemple, qui avait été prévenu par rapport à son langage avec les arbitres. Il se prenait une première amende de 15 000 $. Pour lui, c'est 50 centimes. Il s'en prend une de 50 000, une de 125 000. Et ça continue à monter jusqu'à ce que... ça change qu'à un moment donné, quand les gens en auront marre, ils arrêteront, et s'ils n'en ont pas marre, on ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas eu suffisamment de chance pour adapter leur comportement. Donc ça veut dire que là, Beverley, s'il refait une offense comme ça ne va pas être 3 matchs, c'est peut-être 15, voire même une demi-saison, voire même... Donc la sévérité de la sanction doit avoir normalement une influence et un impact sur le changement du comportement. C'est ça. Normalement, c'est l'idée. Hein. Question à vous deux, vous êtes encore un peu sur le terrain. Vous étiez comment sur le terrain, vous? Quand ce genre de situation s'est produite, ou j'imagine que Mélissa, oui. Dites-moi un peu, dis-moi comment tu pouvais réagir. La situation où j'ai mon coéquipier qui est par terre. Par terre, oui, ou... Moi, mon coéquipier est par terre, tu peux pas... j'accepterai pas qu'un autre, le joueur d'en face, puisse venir, entre guillemets, pour l'humilier. Je vais pas mettre de patate, je vais pas pousser non plus. Okay. Mais en tout cas, je serai bien devant pour te montrer que tu fais un geste, ça va mal se passer. Okay. C'est certain. Angelo. Non, moi, dis-nous tout, hein. Nous on veut la vérité là, hein, aujourd'hui là. Moi le problème c'est que j'ai les preuves sur Instagram. Moi j'ai littéralement giflé Kostas Vassiliadis sur le terrain et l'arbitre l'a vu et n'a rien dit. Wow. Ouais, mais c'est la Grèce. Hein. En fait j'arrive, ma première année en Grèce, j'arrive et Kostas Vassiliadis, pour ceux qui connaissent le basket européen, c'est une légende, ancien international grec et pistolero comme on en fait peu en Europe. Il m'a vu arriver, première année en Grèce, il s'est dit c'est qui lui, je vais lui montrer qui est le boss. Donc il a commencé, en plus il est un peu plus grand que moi, donc il a commencé à me mettre des coups de torse, commencé à mal me parler, des trucs comme ça. Et donc moi, qui ne suis pas du genre à reculer, je lui ai dit 2-3 politesses dans l'oreille. À un moment donné, il m'a mis un coup. Je suis venu visage contre visage. Il m'a mis la main à la gorge, il m'a repoussé, et la gifle, elle est partie direct. Elle a connecté. Les fans de l'AEC, qui en plus sont certains des plus fous en Grèce, ont vu ça. Et t'as pas eu un peu de mal à sortir de l'enceinte? Et bah justement, tu vois, comme quoi ce mec-là, c'est quand même un bonhomme à la fin, sachant le contexte grec et voyant que... On peut protéger la situation. C'est carrément lui qui est venu me voir, et il s'avère qu'en plus, on a le même agent et je le savais pas. Il m'a dit, et mon agent qui me dit, mais comment t'as pu te prendre la tête avec Kostas? Il est génial. Et grand sportsman, tu vois, grand fair play, il a mis sa main sur ma tête. Tu as quelques faits d'armes, quoi. J'ai quelques faits d'armes, mais ils sont assez rares. C'est vraiment. On retrouvera les images d'ailleurs. Hein. On les montrera la semaine prochaine. Angelo consultant aujourd'hui, mais ça n'a pas été que l'homme intelligent que vous voyez posé sur une chaise. Mais si tu veux, c'est vraiment le seul fait d'armes dans ma carrière où il y a eu un coup qui est parti. Ok. C'est le seul fait d'armes. C'est une situation quand même qui a été vraiment très spontanée. Bon, tu peux comprendre que les esprits peuvent s'échauffer. Mais par contre, c'était de face à face. Hein. On s'est regardé dans les yeux. Hein, quand c'est parti, hein. Ça va. Voilà, c'était pas j'arrive dans le dos d'un mec et bam, je lui mets un coup dans les côtes. L'homme est éduqué, il regarde au moins les gens dans les yeux. C'est-à-dire, si je pense quelque chose de toi, c'est comme le camouflet de l'époque, tu sais, avec le gant là. Tu lui mets le petit camouflet, puis tu jettes le gant au sol et. Je vous retrouverai à 15h cet après-midi. Mais c'est important, c'est important ce qu'il y a à dire dans le sens où peu importe ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on peut
avoir une altercation, mais il faut que ça soit de face, quoi. C'est-à-dire que tu viens pas derrière pour mettre un coup à un mec. On peut avoir une altercation, Mélissa. C'est-à-dire que quand on dit on peut en avoir, je dis pas qu'on se tape, mais on peut arriver face à face, tu vois. Je suis désolé, mais ce sport, je l'aime trop, et ça fait partie de cette culture de sport. C'est-à-dire que tu mets un panier où il y a quelqu'un qui tu dois pouvoir t'exprimer, quoi. Tu ne faut pas robotiser les hommes. Voilà, il faut pas robotiser, il faut pas. Moi, tu viens face à moi, ça va m'exciter, tu vois, parce que tu veux faire ça. Bah, je vais te montrer sur le terrain maintenant. C'est quoi la différence? Merci. On va conclure là-dessus. Voilà. Les réponses, c'est sur le terrain. Exactement. D'accord. La bagarre, tout ce qu'il y a autour, on essaie quand même d'éviter. Voilà. Mais qu'on puisse avoir au moins le droit de mettre un dunk et de regarder un mec, pouvoir le mettre un cross et le regarder sans prendre une technique. Ce qu'a dit Mélissa au tout début de l'argumentaire est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on essaie de retirer les émotions du jeu. Et pour moi, le cadre, c'est le juste milieu. C'est pas le basket des années 80-90 qu'on a vu où il y avait des mandales qui partaient gratuitement et c'était extrêmement dangereux. Mais c'est pas non plus le basket des années 2020 et 2020 où tu peux même plus regarder un mec dans les yeux quand tu lui as fait une action et du style. C'est technique immédiate, quoi. On sent ça vient de loin. Ça vient de loin. On essaie de faire passer quelques messages quand même. Pas qu'un seul. Même. Bon, ok, on va avancer, on va rester un peu dans le même thème puisqu'on va parler maintenant des blessures en NBA dans le débat de la semaine. Bon, on a manqué de mentionner que justement ces gestes un peu antisportifs peuvent des fois provoquer aussi des blessures. On parle de joueurs qui ont des carrières et qui veulent rester sur le terrain le plus longtemps possible. Il faut également penser à ça. On en est à peu près un mois de saison NBA régulière. Un mois et demi même, les corps, les organismes commencent déjà un petit peu à souffrir et on a noté dans Hype quelques blessures et notamment du côté des Clippers, Paul George et Kawhi Leonard qui devaient justement pour ce dernier être un petit peu le leader et le moteur sur le terrain de cette équipe des Clippers pour potentiellement être top à l'ouest, c'est loin d'être le cas. On les avait en preview comme favoris, hein. Dans la configuration optimale, tu sais. Exactement. On va pas peut-être remettre en question nos prédictions maintenant. Non, on peut pas parce qu'ils sont pas dans la configuration optimale. Mais prenons déjà ce cas-là et on ira après sur d'autres joueurs blessés. Kawhi, ça commence à faire. Il a 31 ans. Il était déjà quasiment pas présent la saison dernière. On s'attendait à ce qu'il soit vraiment leader, comme j'ai dit. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à son physique et à son leadership? Peut-être pas, mais au moins à son physique aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas une question qu'on doit se poser? Pareil pour Paul George, qui était un peu le lieutenant bis, qui ne joue pas non plus tous les matchs cette saison comme il l'aimerait. Dites-moi un peu ce que vous en pensez par rapport à ces deux joueurs. Tu veux prendre la main, Mélissa? Ou tu veux que j'enchaîne? Allez, tu peux y aller. Vas-y. Pour moi, Paul George est peut-être plus fiable que ne l'est Kawhi, parce que Paul George joue quand il a mal. C'est-à-dire qu'il a joué toute une partie de la saison passée avec le coude en vrac. Il va au-delà de la douleur. C'est ce qu'un grand champion fait dans la grande majorité des cas. Kawhi, alors je ne remets pas en question les problèmes concrets qui sont les siens. C'est-à-dire qu'il y a des réelles blessures qui prennent énormément de temps. Et il y a aussi, à un moment donné, une gestion où tu as une friction au niveau des tendons, des ligaments et autres, où tu peux créer une inflammation qui après, tu ne peux plus t'en débarrasser. Donc, tu essayes de te prévenir de ça, tu essaies de te prémunir et de ne pas te mettre dans la zone rouge où, à un moment donné, après, tu ne fais qu'être blessé ou tu es que dans la douleur et c'est plus vivable. Le problème, c'est que, comme tu dis, tu regardes la liste. Ça fait beaucoup. Et ça fait plus que beaucoup, en fait. Et est-ce qu'on peut croire en sa fiabilité ou lui faire confiance encore? La réponse est claire, non. On peut juste espérer, il est sous contrat, c'est un énorme investissement de la part des Clippers. Et en configuration maximale, on imagine tout se passe de manière optimale, Kawhi en bonne santé. Tu parles de Kawhi ou de Paul George par rapport à la confiance, Pour moi, c'est Kawhi. Parce que comme j'ai dit, il y a plus de fiabilité du côté de Paul. Paul George, ok. Paul George est apte à jouer blessé. Même blessé. Et à être bon encore. On s'arrête là-dessus. Vous avez été joueur. Moi, je vais parler à vos expériences sur le terrain. Est-ce qu'on doit accepter de jouer blessé? Bien sûr, tout dépend du niveau de la blessure, mais on a quand même besoin d'être là sur le terrain à des moments clés. Ça reste que la saison régulière. Et puis, les carrières doivent durer. Comment on gère un petit peu vous voyez, un peu ce positionnement versus je dois être là pour mon équipe et pour le projet de l'équipe, et puis mon corps, quoi. Comment on fait?
Pour moi, il y a beaucoup trop d'enjeux pour prendre un tel risque. Ça veut dire que pour même un joueur aujourd'hui, pour moi, qui n'a pas forcément une carrière NBA, je reste persuadé que la blessure, il faut prendre le temps au repos parce que c'est plus important d'être sur un terrain longtemps et de terminer une saison correctement parce qu'il y a des enjeux, parce qu'il y a plein de choses. Et non seulement des enjeux sportifs, mais il y a la santé. Pour moi, être en bonne santé, c'est plus important que tout. Alors, jouer blessé, c'est prendre le risque de, entre guillemets, d'être absent et de manquer beaucoup de choses quand tu es blessé. Tu es blessé, tu n'es pas seulement blessé sur le terrain. Quand tu ne peux pas marcher, c'est chez toi que tu ne peux pas marcher. C'est tes enfants que tu ne peux pas prendre soin. Il y a plein de choses, entre guillemets, qui dépendent de ça. Donc, être en bonne santé, c'est la priorité. Un joueur blessé, c'est sur le côté, c'est prendre le temps de revenir, prendre le temps à la convalescence. Par rapport à Kawhi, c'est compliqué parce que c'est un joueur sur lequel on mise beaucoup. Aujourd'hui, les Clippers, même Paul George n'a pas autant d'impact que peut avoir Kawhi dans une équipe. Il est aujourd'hui la personne que les Clippers comptent sur. Pour gagner ce titre aujourd'hui, on a besoin de Kawhi. Cette équipe le sait, le coach le sait, tout le monde le sait. Maintenant, Kawhi, c'est quand même... oui, il y a beaucoup de récidivistes. On a quand même le Spurs quand il a refusé de jouer parce qu'il avait mal, mais on ne savait pas qu'est-ce qui se passait autour de lui, etc. Donc il a été longtemps absent. Mais je pense que c'est aussi un joueur qui a joué dans la douleur. Et qu'à un moment donné, je pense que les joueurs ne sont pas, entre guillemets, des robots. Quand on le sait très bien dans les backstage, quand tu es blessé, on va venir te voir pour te dire, bon, tu reprends quand, on va essayer de te voir 15 médecins pour que tu puisses, entre guillemets, avoir des avis différents, etc. On fera tout pour que tu sois sur le terrain. Sauf qu'à un moment donné, jusqu'à ce que le joueur puisse dire stop. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne pourrais pas. Il y a blessure et blessure. La blessure et blessure. Il y a blessure et blessure. Et là, les Clippers, il manque sa première année parce qu'il se fait quand même une rupture au ligament au croisé. Il a quand même une rupture de croisé. Une rupture de croisé, c'est une saison. Et comme je dis, je me suis fait une déchirure là sur le solaire, c'est 7 cm. Le médecin que j'ai vu, c'est le médecin du PSG qui m'a dit voilà, il faut compter au moins 7 cm, c'est 1 cm, il faut compter 1 cm par centimètre de déchirure. Okay. Pour que ça puisse cicatriser, c'est une semaine. Donc 7 cm, c'est 7 semaines. Et après, tu vois comment ça se passe et comment ça cicatrise. Il m'a dit, là, ça va, on compte par semaine. Un mec comme Mbappé ou comme Neymar, il a ça, c'est 4 mois d'arrêt sans discuter. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Les enjeux, ce n'est pas les mêmes. Exactement. On investit beaucoup trop sur ces joueurs-là pour dire qu'aujourd'hui, il est blessé et il revient dans une semaine. Là, il a une entorse à la cheville. Ça prendra le temps que ça va prendre. Une entorse à la cheville, c'est au moins 14 jours. Mais c'est Kawhi. Donc, tu multiplies ça parce que tu veux qu'il puisse être sur le terrain longtemps. Tu as des liaisons qui sont gérables. Tu veux qu'il puisse être sur le terrain, déjà, ce qui n'est pas forcément le cas, et ensuite longtemps. Sportif de haut niveau que vous avez été, est-ce qu'on est toujours à 100% quand on arrive sur le terrain ? Très honnêtement, non. Donc comment on fait ? Jamais, pas un match. C'est au propre joueur de prendre sa décision, de se dire bon là je suis apte, j'y vais. En fait, je vais faire référence à ce que disait Michael Jordan dans le documentaire The Last Dance, où à un moment donné, après sa fracture au pied, le président et propriétaire des Bulls dit tu restes sur le côté, Michael. Il y avait 90% de chances que tout se passe bien, mais il y avait 10% de chances qu'il y ait une récidive. Et s'il récidive, fin de carrière, plus de basket. Et Reinsdorf qui essaye d'expliquer à Jordan, mais si tu avais un mal de tête et qu'on met dans ta petite capsule là de cachet, 9 cachets qui vont te guérir et un cachet avec du cyanure qui peut te tuer. Tu risquerais de prendre un cachet? Et Jordan lui dit, ça dépend à quel point le mal de crâne est intense. En fait. Intense. Donc pour moi, tout dépend de ton... On a vu par exemple un Klay Thompson qui était totalement désespéré, dépressif, d'être éloigné des parquets. Il en fondait en larmes sur le côté du terrain. C'est quelque chose qui est particulièrement compliqué parce que il y a des blessures. C'est très individuel dans l'approche. Et puis il y a surtout des blessures, comme le dit Mélissa, où tu n'as juste pas le choix. Mais il y a d'autres blessures où c'est j'ai une petite contracture là, je gère, une petite tendinite ici, ok, les soins. Et à notre niveau, alors peut-être qu'en Europe c'est différent parce que nous c'est un match par semaine et qu'à un moment donné il y a une obligation avec moins de matchs où on fait 34 matchs de saison régulière. Il y a plus de temps pour notion de descente et de montée, notion de titre et de rétrogradation. En NBA, quoi qu'il arrive, les franchises peuvent dire bon, on fait la passe sur cette année, on l'a signé pour 4 ans, on veut qu'il soit bien, on investit pour l'année prochaine. Tu vois, un Cade Cunningham blessé, on prend aucun risque. Un Kawhi blessé, 40 millions l'année, ok, on prend aucun risque. Un Angelo Tsagarakis, allez, va jouer mon ami. Je voudrais qu'on écoute l'avis de Melvin qui s'est quand même exprimé sur la question Kawhi. Melvin qui le voit jouer en conférence Ouest, pas loin de San Francisco. On écoute Melvin et puis on continue à discuter de tout ça. Pour moi, Sylvain, dans la liste que tu viens d'énumérer des joueurs qui manquent le plus à leur franchise, pour moi, celui qui manque le plus à la sienne et de loin, c'est Kawhi Leonard.
Tout simplement parce que son absence change absolument tout pour les Clippers. Avec lui, on parle d'une équipe qui était prétendante au titre, prétendante à la couronne de la conférence Ouest. Et sans lui, on parle d'une équipe qui est une équipe moyenne de la conférence Ouest, une équipe dans le ventre mou. Et encore faut-il que Paul George soit également présent. Mais c'est vrai que personne dans l'effectif actuel des Clippers ne peut répliquer ce que fait Kawhi Leonard. Et malheureusement pour eux, s'il n'est pas là, c'est une saison qui passe un peu à la trappe. Et j'ai envie de dire encore une fois, parce que depuis son trade et son arrivée à Los Angeles, au final, les Clippers n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a eu une finale de conférence il y a 2 ans, mais elle est arrivée alors que Leonard s'était blessé au premier tour des playoffs. Donc au final, ça change vraiment tout. Ça change leurs ambitions sportives, mais ça change aussi l'avenir de la franchise parce qu'on sait que Steve Ballmer met les moyens. Il construit une nouvelle salle, il veut vraiment aller chercher ce titre. Mais si après 4 ans, tu n'as rien à montrer et tu ne veux pas te reposer sur Kawhi Leonard, va falloir changer de direction. Et on sait qu'en NBA, ça va prendre beaucoup de temps. Alors, élargissons un petit peu l'angle. Je le disais en introduction, plusieurs joueurs sont blessés. Nous, on en a noté 5. On peut peut-être vous les présenter. Damian Lillard, donc pour Portland. Tension au mollet. Kawhi Leonard, donc c'est une entorse à la cheville. On ne l'avait pas précisé. Paul George, élongation aux ischios, donc les 2 Clippers. James Harden, élongation au tendon du pied. Et LaMelo Ball, qui s'était fait une très très grosse entorse en pré-saison et qui n'est toujours pas revenu, qui n'est pas dans le carton. Donc parmi ces 5, non, lequel le manque plus à sa franchise, Mélissa? Kawhi. Kawhi Leonard, ouais. Ok, je te laisse développer. Oui, parce que Kawhi, pour moi, aujourd'hui, il est la clé des espoirs des Clippers. Okay. Et tout simplement, comme on a pu l'entendre, il a un impact défensif qui est incroyable sur le terrain. Ça veut dire que quand il est là, il impacte non seulement, il impacte des 2 côtés du terrain, défensivement avec les mains immenses qu'il a et la place qu'il prend sur le terrain, et offensivement quand il a la balle dans les mains, c'est quand même une sérénité pour toute l'équipe. Tu sais qu'il va en faire quelque chose, tu sais qu'il va faire la bonne passe, tu sais qu'il va faire la différence, et s'il ne le fait pas, il prendra son rebond et il en mettra dedans. Donc pour moi aujourd'hui, il est vraiment la clé du succès des Clippers. Il est la personne sur qui ils ont misé, et ils ont eu raison de le faire parce qu'il a montré à plusieurs reprises qu'il était quand même ce joueur-là qui est entre guillemets offensivement inarrêtable et défensivement impressionnant. Donc pour moi, ça reste parce que si je prends aujourd'hui James Harden, aujourd'hui, on regarde encore le dernier match, tu as 3 joueurs qui sont à plus de 20 points, tu as encore Embiid qui met 30 points, ils ont gagné. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, ça dépend moins de lui. Et puis, il n'est pas the franchise de cette équipe. Ouais, en fait, Kawhi, c'est le Joel Embiid des Sixers, de la même manière que c'est le Damian Lillard des Blazers. Donc il représente tout ça. Et en plus de ça, c'est-à-dire que si je prends Kawhi, c'est parce qu'aujourd'hui, on sait qu'avec lui, les Clippers ont une chance de pouvoir aller chercher ce titre. Si je prends Damian, même s'il sera là, s'ils arrivent à atteindre les playoffs, ça sera entre guillemets un succès pour eux. Si je prends aujourd'hui, comme on dit, voilà, okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans Harden, les Philly peuvent encore aller en playoffs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'impact qu'il a change tout pour cette équipe. Elle change complètement tout, la dimension de l'équipe. Donc pour moi, c'est pour ça que je le mettrai devant, non seulement à cause de son impact, mais aussi à cause de l'impact de toute une équipe dans le classement qui change tout. Donc là, oui. Tout est construit autour de Kawhi, surtout cette année. On se souvient des propos de Nicolas Batum, où lui-même se disait que cette année, ça allait être leur année. Pour l'instant, ça ne démarre pas très bien. Mais l'important, c'est la même. Si tu veux, je ne mets pas de classement, je ne priorise pas une absence plus que l'autre. Elles ont le même impact. Chaque franchise a des enjeux différents. Chaque franchise a des ambitions différentes. Mais quoi qu'il arrive, chaque franchise a un franchise player, un joueur sur qui tout est basé, autour de qui tout est construit. Et donc, quand ce mec-là manque... ça déstabilise le projet. Complètement. À court terme. Tu peux évoquer du coup le nom du joueur qui impacte le plus par son absence? Pour moi, c'est Damian Lillard. Parce que, contrairement à un Kawhi Leonard, qui n'a pas créé encore de culture du côté des Clippers, Damian Lillard, c'est les Blazers. Tout ce qui concerne les Blazers, et l'identité de jeu, la culture de la gagne, c'est Dame Time. Damian Lillard. C'est-à-dire que cette franchise a été construite sur la durée maintenant depuis une décennie autour de ce joueur. Kawhi est arrivé en grande pompe, grande recrue. Il est venu en binôme. Il ne faut pas oublier qu'il est venu avec Paul George. C'était supposé être Batman et Robin du côté de Los Angeles. Reprendre la ville en main et créer en fait une nouvelle culture qui est très Lakers là-bas. Qui est même uniquement Lakers, si on veut vraiment être pragmatique vis-à-vis de l'amour qu'ont les gens pour ces 2 franchises dans la ville de Los Angeles. Donc,
Du côté de Portland, c'est Damian Lillard. Ouais. Tu vas regarder Damian Lillard comme étant à la même échelle qu'un Clyde Drexler et dans le temps probablement dépasser Clyde Drexler, même si avec Drexler et Terry Porter, ils sont allés en finale NBA 2 fois. Génération pour les plus jeunes, 90. Ouais, c'est ça, 90, Dream Teamer, Clyde Drexler. Mais si tu veux, Damian Lillard, vu que c'est lui le go-to guy, et c'est aussi lui qui donne ce sentiment que tout est possible une fois qu'il est sur le terrain. Tu retires également le meilleur scoreur de l'équipe. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils ont la profondeur de banc pour pouvoir pallier à l'absence d'un mec qui a quasiment... Alors on va te répondre, on a un carton fait par notre chef d'édition qui bosse très bien d'ailleurs, Lucien. 20 journées en NBA pour les Blazers. Il y a 9 matchs manqués donc pour Damian Lillard. Le bilan avec lui, c'est 7 victoires, 4 défaites. Le bilan sans Damian Lillard, c'est 4 victoires, 5 défaites. Et on rappelle donc la blessure actuelle, tension au mollet droit. Donc ça confirme aussi un petit peu, même voire beaucoup tes propos. Moi je voudrais qu'on aille sur un joueur... avec lui en début de saison, ils étaient dans le top 4 de la conférence. Ils étaient dans le top 4, ouais. Très très gros début de saison, effectivement, donc, avec Damian Lillard. Surtout dans une NBA aussi homogène, Sylvain. C'est-à-dire que là, plus que jamais, je ne parle pas juste du niveau global de la Ligue, mais le bas de classement reste le bas de classement et le haut de classement reste le haut, mais il est au-delà des Celtics et des Bucks, et on peut peut-être mettre Phoenix. Il y a très très peu d'écart sur le top 12-13 de la conférence. Ça se joue à 2 matchs près, tu peux être 3e de la conférence à l'heure actuelle. Un mot sur LaMelo Ball, qui n'a pas joué un match cette saison. Les Charlotte Hornets ne sont pas très bien en ce début de saison, bord play-in, voire même ils sont surtout candidats à la loterie là. Hein. Voilà, joueur playmaker, joueur qui met les autres un petit peu en valeur, très flashy aussi, capable de faire beaucoup de choses. On voit là d'ailleurs le carton, les boules pour Ball. Bien joué Lucien. 21 journées, 18 matchs manqués, donc il a joué un petit peu quand même. Une victoire, 2 défaites avec LaMelo Ball et 5 victoires, 13 défaites sans LaMelo Ball, entorse de la cheville gauche. Est-ce que c'est pas justement peut-être le joueur le plus impactant pour son équipe, qui manque à son équipe en ce début de saison, tant autour de LaMelo Ball, Gordon Hayward est là, mais bon, voilà, on sait que c'est pas toujours. Et en plus c'est le même problème de blessure. Ouais. Est-ce que c'est pas lui justement qui manque le plus aux Charlotte Hornets pour tenter d'être milieu, voire bord de playoff? Alors ce qui manque aux Charlotte par rapport à LaMelo, c'est pas seulement un joueur, c'est une star. Sur le terrain, c'est une star en dehors du terrain. LaMelo, c'est celui... Star et pas superstar, on est bien d'accord. Il n'est pas encore superstar. C'est vraiment... mais je dis star avec un vrai S. Et vraiment, je pèse le mot parce que ce petit, je me rappelle encore le jour de sa draft, tout le monde, je n'ai pas dormi de la nuit pour savoir il serait numéro 1 ou numéro 2. Mais c'est de voir l'engouement autour de lui, les gens qu'il a ramenés dans cette salle, l'amour de Charlotte qui est revenu. Parce que voilà, aujourd'hui, si on devait regarder le nombre de maillots qu'il a pu vendre, juste les Charlotte ont pu vendre grâce à LaMelo. LaMelo, aujourd'hui, il donne envie de regarder les matchs de Charlotte, il donne envie d'y aller, il donne envie. Et pour moi, c'est vraiment tout ça que représente LaMelo Ball. Donc oui, il manque à l'équipe, mais il manque surtout à toute la hype autour de Charlotte la pour ville, justement lancer le projet. Oui, moi, c'est vraiment ça que je dirais par rapport à ce garçon. Et il est juste... C'est beau et ça donne envie de le voir jouer. Quand tu vois LaMelo Ball jouer, tu as envie de jouer au basket. Ce petit te fait des choses incroyables, tu sais jamais ce qu'il va faire. Il a un courage énorme, il a peur de personne. Il donne envie de voir jouer et ça fait plaisir. Quoi. Ça fait vraiment plaisir. Mais il y a des blessures différentes. Tu vois, tension au mollet, c'est un truc que tu gères bien. Le problème avec les blessures qu'ont les Kawhi Leonard et consorts, quand tu vas dans des blessures extensives qui t'immobilisent longtemps et autres, c'est que quand tu reviens, généralement, tu compenses. Et quand tu compenses, qu'est-ce qui se passe? D'autres blessures apparaissent. D'autres blessures apparaissent. Donc, tu vas voir que ça se déplace, ça se dispatche sur toute ta morphologie. À un moment donné, c'est ischio, après c'est le dos. Après dernier mot. Et Angelo le dira aussi, c'est quelque chose, il faut savoir que tous les sportifs, il n'y a pas un sportif aujourd'hui qui a eu une carrière et qui joue sans blessure et sans douleur. On a tous des douleurs, on a tous des pathologies qui sont restées. On charge au sportif de haut niveau de manager un petit peu ça. Il y a tous les joueurs, quand bien même tu seras absent 6 mois, 8 mois, 9 mois, 11 mois et des années, tu reviendras, il y aura toujours quelque chose, entre guillemets. Les sportifs ont l'habitude de jouer avec des douleurs. C'est ce que disait Kobe au sujet de LeBron, hein. Paix à son âme, mais c'est ce que disait Kobe au sujet de LeBron. LeBron qui commence à avoir de plus en plus de blessures. Et Kobe lui disait, il va falloir maintenant qu'il adapte son jeu, de telle sorte à ce que lui
lui qui joue d'une certaine manière puisse arriver à un moment donné où il se gère, il utilise moins certaines choses qui sont plus à même de l'amener vers la blessure. Sujet intéressant, ouais, pas mal de ramifications et d'angles. On pourra aussi développer justement cette notion un petit peu de comment gérer quand on arrive en fin de carrière. On va se faire un petit focus sur les équipes surprises, les équipes hype de ce début de saison. Et pour conclure, plutôt les équipes surprises. Hype, c'est les équipes qui dominent. On va plutôt se focaliser sur les équipes qui vous surprennent en ce début de saison. On a un peu plus d'un mois de saison régulière en NBA. Il va rester encore une 60aine de matchs à peu près. Dites-moi tout. La semaine dernière, on faisait un petit peu les équipes qui seraient plutôt tanker, donc Victor Wembanyama compatible. Là, on va monter un petit peu le level. Quelles équipes vous surprennent en ce début de saison? On commence par toi, Mélissa. Pour moi, les Cavaliers. Cavaliers. C'est ma team, tu peux pas faire ça. T'as pas le droit. Allez, on t'écoute. Donc une équipe de la conférence Est, les Cavaliers. On regarde le tableau d'ailleurs. Bien en selle, les Cavaliers. Donc 21 journées de saison régulière. Donc c'est à peu près pareil pour cette équipe que pour le reste. Troisième place à l'Est quand même. 13 victoires, 8 défaites. Et troisième au pourcentage de tirs à 3 points. 39,1% à 3 points. Quand on sait que le NBA moderne aujourd'hui, c'est beaucoup au large. Quand on les met, c'est mieux. On t'écoute, Mélissa. Non, Cavaliers, parce que c'est pas la place qu'on les attendait. Ils étaient 9e normalement l'année dernière, ils ont fini 9e. Mais si tu les prends les 2 années avant et les 3e années avant, ils étaient avant-dernier et dernier. Donc pour moi, c'est une équipe à laquelle on ne regarde plus, on n'en parle plus depuis que LeBron est parti, depuis que... Ils ont tourné cette page-là. Irving, on a tourné la page. Et assez vite, d'ailleurs. Et très très vite d'ailleurs, parce que derrière ça, après, il y a Kevin Love qui est reparti là-bas, mais bon, il n'y a pas eu de résultat, il est aussi blessé. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, pour moi, les Cavaliers, c'est juste pas l'équipe à laquelle tu t'attends à ce qu'ils puissent être 3e ni 4e. Alors, qu'est-ce qui explique justement cette bonne position? Est-ce que c'est l'arrivée de Donovan Mitchell? Est-ce que c'est l'éclosion d'Evan Mobley qui progresse un peu? Ou Darius Garland aussi, le meneur explosif All-Star déjà? Beaucoup développé sur ça. Alors, vas-y, on a peu de temps, malheureusement. Je vais lui laisser la parole parce que je pense qu'on a pris la même équipe et on est tous les deux surpris, mais il l'aime beaucoup plus que moi. Moi, je suis surprise parce que c'est pas une équipe que j'apprécie forcément et que j'ai l'habitude de regarder, Okay. mais agréablement surprise par, entre guillemets, ce qu'ils sont en train de proposer et le jeu qu'ils sont en train de proposer, tout ce qui se passe autour. Mais comme c'est... Bigger staff, Evan Mobley, Darius Garland, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donovan Mitchell. Quel est le joueur, ou bien sûr le coach pour le Bigger staff, qui a le plus d'impact sur les résultats de la franchise? Fou, qui? Oui, alors on a peu de temps, je préfère préciser. Honnêtement, Sylvain, pour moi, ce serait prendre le mauvais chemin que d'essayer d'identifier une personne. D'accord, c'est vraiment collectif? Oui, c'est un effort collectif. Et c'est à l'image de ce début de saison, en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, l'arrivée de Donovan Mitchell aide à vraiment upper les ambitions. Ils sont en train de se dire, mais déjà l'année dernière, on a montré le bout du nez. On était des jeunes loups là, qui avions faim. Maintenant, on a l'alpha qui vient d'arriver, le chef de meute. Une année supplémentaire. Même si Mobley est un petit peu décevant, je pense qu'il a encore du mal à passer ce palier, surtout avec le départ de Markkanen du côté des Jazz. Là, c'est vraiment porte ouverte. Kevin Love compense. Donc, vu que Mobley met un peu de temps, Kevin Love revient. Allez, il est tombé dans la fontaine de jouvence. Tout se passe bien, il met dedans. Ce qui est important pour moi, c'est que c'était l'équipe que j'avais mentionnée en début de saison. On avait dit qu'elle était un peu votre outsider de choix. On s'en souvient. Et si vous pouvez aller regarder sur notre chaîne YouTube, sur les premiers épisodes, c'est exactement l'équipe que j'avais choisie. Donc, merci Mélissa pour la passe d'ess. Et ce qui est intéressant, c'est tu regardes la différence de points au niveau des victoires, au-delà du bilan. Tu as les Suns à l'ouest et les Celtics à l'est. Devinez qui est troisième de toute la NBA en termes différentiels de points? Eh bien, c'est les Cavs. Et c'est quelque chose de significatif. Il ne faut pas prendre ça à la légère parce que les victoires et les défaites, ça vient, ça va. Mais le différentiel de points démontre tout de même une qualité de jeu dans la constance de la saison. Alors, qualité sur quels aspects du jeu? Défensif ou offensif? Les deux. C'est-à-dire qu'ils sont capables de mettre des points sur le scoreboard, mais ils sont aussi capables de maintenir la défense ou en tout cas de faire le job nécessaire défensivement pour avoir des victoires plus confortables. D'accord. Sur le pourcentage de tir à 3 points, toi qui as été shooter toute ta carrière et toute ta vie, comment tu analyses le fait que ça step up à ce niveau-là et que maintenant ils sont quasiment à 40%? Eh bien, il y a, on va dire, qualité du jeu proposé en attaque avec le mouvement de ballon, la volonté de se passer la balle. Arrive dans les bons timings. Bon timing et surtout volonté de l'extra-passe parce qu'on ne peut pas maintenir un pourcentage au tir très très élevé quand on est sur de l'exploit individuel, quand on est sur du travail collectif pour démarquer le coéquipier. Et sans shooter référencé, on est bien d'accord. Exactement. Et le petit point à dire aussi pour finir, c'est qu'ils sont intraitables à la maison.
8 victoires et 1 défaite. Et c'est là où il faut qu'ils passent un palier, c'est leur capacité à voyager. À voyager correctement. Ouais. On va écouter Melvin aussi qui a un point notamment sur Sacramento et Indiana dans son focus. Mon équipe surprise de ce début de saison, elle est en Californie. Et non, ce n'est pas les Warriors, ce sont les Kings entraînés par un ancien assistant coach des Warriors, Mike Brown. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur 3 personnes qui sont responsables pour ce bon début de saison. Mike Brown, le coach, Monty McNair, le GM, et De'Aaron Fox, le meneur de jeu et la star de cette équipe. Donc Mike Brown, c'est vraiment le gros changement. C'est exactement le coach qu'il fallait à cette équipe. C'est un coach qui est extrêmement sérieux, extrêmement organisé, voire maniaque, à cheval sur certains principes de jeu. Et tout son collectif, tous ses joueurs ont vraiment répondu présent à ce qu'il demande. Monty McNair, c'est le GM. On se rappelle qu'il avait été conspué pour le trade d'Haliburton et de Sabonis, mais au final, Sabonis brille avec Fox à Sacramento et il a réussi à aller chercher des shooters pour vraiment les accompagner comme Kevin Huerter. Et la mayonnaise prend vraiment bien. C'est la 6e meilleure attaque à l'évaluation de la NBA. Et enfin, De'Aaron Fox qui est en train de franchir un autre palier qui fait une saison de All-Star. Il tourne à 25 points, 6 passes et 5 rebonds de moyenne à 38% de réussite à 3 points. C'est vraiment le moteur de cette équipe. Donc les Kings sont vraiment en train de construire quelque chose de sérieux et sauf blessure, ils vont faire partie de cette course au play-in, au play-off. Et pour la première fois depuis 18 ans, ils vont être au-dessus des 50% de victoires après 20 matchs. La ville Melvin, Sacramento, effectivement, belle surprise de cette conférence Ouest. En 2 mots, rapidement, Mike Brown, De'Aaron Fox, où le projet collectif fait que cette équipe surprend et est bien classée dans la conférence Ouest. Projet collectif, même chose. On ne peut pas mettre qui que ce soit au-dessus du lot puisque on voit très bien que s'il y a une défaillance dans l'effort, une défaillance dans la rigueur du jeu présenté, ça tombe. Tout de suite, ils n'ont pas cette marge en fait. Donc on ne peut pas dire oui, si De'Aaron Fox fait ça, on est sûr que non. Ça doit être à la même échelle que Cleveland. J'ai même envie de dire que toutes les franchises, même Boston à l'heure actuelle qui est premier, on doit s'appuyer sur une volonté collective d'appliquer une philosophie de jeu et de se mettre les fesses au sol défensivement pour pouvoir être compétitif et engranger les victoires. Sacramento. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis, j'aime beaucoup les mots qu'on est en train de dire par rapport au collectif parce que c'est un petit peu. On avait un peu un discours qui était un peu trouble en ce moment, que ce soit dans le basket international aujourd'hui en Europe. Et ce collectif, ce mot-là collectif qui revient aujourd'hui dans le basket, c'est très important parce qu'on avait l'impression que c'était plus individualisé, qu'il fallait qu'un joueur mette 30 points au joueur. D'entendre qu'on gagne collectivement et que c'est important. Je suis super contente qu'on puisse dire ça. Et ça reste aussi une équipe aujourd'hui qui n'a aucune blessure. C'est la seule équipe en NBA qui n'a aucun blessé. C'est vrai. Je leur souhaite que ça peut-être qu'ils profitent aussi de cette situation. Et puis surtout, on oublie qu'au sein du collectif, les individualités fortes brilleront quoi qu'il arrive. Exactement. Mais c'est pour le bénéfice du le collectif projet. fait briller effectivement les individualités. Et vice-versa. Et les individualités qui mettent au service du collectif leur qualité pour permettre, tu sais, de... Mais non. Le coach est là, on sent que ça te passionne. On ne mentionnera pas Indiana, mais pareil, Indiana c'est pas mal. Et les Pelicans aussi, c'est très très bien. Les Pelicans, et donc on dira bien le trade, entre guillemets, je suis désolé, mais que ça soit d'un côté ou de l'autre, c'était entre guillemets pleurer à Haliburton qui est parti, c'était peut-être très triste, mais aujourd'hui récompensé par leur victoire. Mais désolé, mais Haliburton de l'autre côté brille aussi, et l'équipe monte. Donc c'était un deal win-win pour les deux. Deal, c'était... Bon, ce sera le mot de la fin. Merci Mélissa d'être venue. Tu reviens quand tu veux. Merci. Plaisir de t'écouter dans Hype. Et puis Angelo également. Hein, toujours bien vécu, bien vêtu plutôt. À chaque fois je plante mes plans c'est marrant, mais ça va rester notre petit truc. On va remercier bien sûr les équipes techniques de Sport en France, Lucien qui prépare cette émission vaillamment chaque semaine, Romain Schindler qui nous permet d'être là dans ce superbe beau plateau et studio. N'hésitez pas, si vous n'avez pas vu cette émission en live, elle est disponible en replay sur le YouTube de Hype et de Sport en France et également sur le site web de Sport en France et l'application à télécharger. N'hésitez plus, on y sera. Et puis on sera là bien sûr pour vous parler de Hype NBA la semaine prochaine. Ciao!